Voss du blog des leaders. Alors aujourd'hui, je suis de nouveau avec un patron innovant, Alexander Wölsteke de Joulz. Alors, Alexander a d'abord fait des études d'ingénieur commercial à l'université de Louvain, et puis ensuite il a travaillé 3 ans dans assez classique comme diverses entreprises comme salarié. Et en 2012, il fonde son entreprise Joulz. Alors Joulz, le principe, ce qui les frappait à l'époque et ce qu'il voulait réaliser, c'est que chaque indépendant, même la plus petite des PME, ait accès à un site internet. On pourrait dire qu'il voulait démocratiser les sites internet. Alors aujourd'hui, Joulz, c'est plus de 2000 clients. Ils sont dans le top 5 belge pour ce qui concerne la réalisation des sites internet. Alors, vous savez bien que je ne m'intéresse pas tellement à ces aspects-là. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la gouvernance. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui avec Alexandre. Alors, si vous allez sur le profil LinkedIn d'Alexandre, vous allez trouver son credo, qui est également celui de Joulz. Je vous en lis quelques extraits. Nous croyons en un monde plus authentique, aider plutôt que vendre, l'honnêteté plutôt que la manipulation, la confiance plutôt que le contrôle, et le profit comme moyen pour poursuivre son sens, sa raison d'être. Je pourrais continuer, c'est tout un programme, mais vous n'êtes pas là pour m'écouter moi, on est là pour écouter Alexandre. Alors, Alexandre, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour cette interview. Est-ce que tu pourrais nous dire en 1 minute maximum, nous présenter Joulz comme tu le présenterais à un client? D'accord. La mission de Joulz, c'est de faire agrandir les entrepreneurs en utilisant la communication authentique. Commençons avec un site web qui est convaincant et qui génère des résultats pour les clients. On a commencé il y a 5 ans et aujourd'hui, comme vous le dites, on a 2000 clients et une équipe d'une dizaine de personnes. Ok. Alors, Joulz, c'est un petit peu particulier en termes d'organisation. Ce sont des équipes en autogestion. Il n'y a pas de manager traditionnel. Jusqu'il y a peu, il y avait des coordinateurs tournants et maintenant, les coordinateurs semblent même disparaître petit à petit. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Il y a une transparence salariale et financière. Les salaires et d'ailleurs également tout ce qui concerne les jours de vacances et de congés sont décidés par les équipes elles-mêmes. Même le recrutement et les licenciements sont décidés par les équipes. On s'amuse bien chez nous. Tu peux nous en dire un peu plus comment est-ce que vous êtes organisé? Oui, donc on a maintenant 10 personnes et le but c'est qu'on ait plus que 10 personnes, qu'on travaille dans des équipes autonomes de 10 personnes chaque. Et le but c'est que chaque équipe sait faire toutes les activités nécessaires pour aider un client. Donc ça veut dire expliquer le produit, faire le produit, donner le soutien après, faire la facturation. Donc l'idée c'est qu'une équipe sait faire autonomement toutes ces activités. Comme ça, un client il a un lien assez personnel avec cette équipe de 10 personnes. Et à un certain moment, le client connaît aussi chaque personne dans l'équipe. Donc l'équipe s'occupe de la vente, oui. Elle s'occupe de la réalisation du site, de la liste des besoins, oui. Et même de la facturation. Oui, ben là il y a une exception, en effet. L'idée c'est que quand une équipe préfère soi-même de ne pas faire une certaine activité, mais de faire centralement par une équipe de soutien, c'est possible. Et pour la facturation, c'est le cas. Donc, dans le départ, on pensait que les équipes vont facturer eux-mêmes, mais c'est un peu compliqué et c'est plus efficace de le faire pour un plus grand volume. Donc, on a quelqu'un central dans une équipe centrale de soutien qui fait la facturation. Pour le recrutement, c'est un peu en deux. Donc, l'équipe, non, la personne centrale distribue la vacature, fait la promotion pour la vacature, mais à ce moment-là... Quand tu cherches quelqu'un, quand une équipe cherche quelqu'un, elle décrit un profil, oui, ça? L'équipe décrit un profil, et puis là, il y a quelqu'un central qui le fait pour l'entreprise. Oui, et après, quand les gens postulent pour le job, c'est l'équipe même qui fait les interviews, qui fait le processus de sélection et qui décide qui on est. Ok, voilà. D'accord. Alors, on a peut-être été un petit peu trop vite. Tu n'as pas toujours, depuis 2012, eu un fonctionnement de ce type-là. Hein, parce que tu m'as dit tout à l'heure, donc tu as commencé il y a à peu près 3 ans, et de façon encore plus nette, il y a 1 an. Oui. Tu peux me dire un peu pourquoi, d'abord, tu es passé d'une entreprise assez classique
avec je dirais, des managers et toi en tant que patron qui donne des ordres ou qui dit comment ça fonctionne, à une entreprise en autogestion. Ouais, ouais. En fait, à un certain moment, on a eu des périodes un peu plus difficiles et on avait cru Croissance. on avait eu la croissance assez forte, mais on a découvert des difficultés. Les choses deviennent plus compliquées, plus difficiles, et on se demandait comment est-ce qu'on peut faire différent. Et je voyais dans le processus que les gens n'étaient pas vraiment vivants, pas vraiment dans leur fortesse. Et après lire le livre de Ricardo Semler, Maverick, j'ai vraiment réalisé, ok, il y a une façon différente en pratique qui peut aussi marcher. Ce n'est pas parce que j'ai toujours appris une certaine façon qu'il n'y a pas d'autre façon. Et je me suis reconnu dans cette approche alternative et on s'est dit, on va l'essayer. Et ça sentait beaucoup plus naturel pour nous. Donc c'est assez évident. Ce n'était pas une grande analyse rationnelle pourquoi faire l'un ou l'autre, ça semble beaucoup plus normal. Donc c'est vraiment d'abord une conviction personnelle, enfin d'abord ce constat que tu sentais dans tes équipes un manque d'énergie, c'est ce ordre-là, quelque chose qui... Il n'y avait pas le feu, quoi. Hein. Et puis tu as lu ce livre de Ricardo Semler, Maverick, et là tu t'es dit, c'est ça que je veux. Ok. Alors, bon, bah, c'est très bien, tu as lu un bouquin, mais avec ça, tu n'as pas encore ton entreprise qui a complètement changé de culture. Parce que jusque-là, les gens venaient chez toi pour demander ce qu'ils devaient faire, et ainsi de suite. Donc, comment est-ce que s'est fait ce passage? En une fois, tu t'es isolé, tu as réfléchi à comment je vais organiser ça, et puis tu leur as dit le lundi, c'est comme ça. Comment tu fais? C'est surtout, il y a un peu plus qu'un an qu'on a vraiment décidé de faire des changements assez forts en une fois. Et on a discuté ensemble comment on va opérer. Moi, j'ai surtout proposé beaucoup de choses basées sur les livres que je lis et tout. J'ai proposé et l'équipe se trouvait là-dedans. Et on s'est dit d'abord, ok, on va travailler sans manager, mais avec des coordinateurs tournants. Et un coordinateur tournant, ça veut dire, par exemple, un web designer, les coordinateurs ont plus de son travail normal. Donc, c'est pris par une personne qui fait le boulot. Et après quelques mois ou quelques ans, c'est quelqu'un d'autre. Et dans le départ, ça tournait assez souvent. Après 2 mois, ça tourne parce que... Et alors le coordinateur, c'était quelqu'un choisi par l'équipe ou c'était quelqu'un qui se proposait? Comment il était nommé? Ça allait assez organiquement, on discute et pas tout le monde veut le faire. Et donc il y a quelques personnes qui sont ouvertes à ça. Et en général, l'équipe ensemble a décidé pour la personne qui est la plus capable pour faire ça. Mais les personnes même sont aussi derrière ça. Donc... Et quelle différence entre un coordinateur et un manager finalement? Parce que si c'est pour mettre un autre nom sur la même réalité, on n'a pas changé grand-chose. C'est une personne dans l'équipe qui fait le boulot, qui fait aussi la coordination pendant une partie de son temps. Donc il n'est pas manager à plein temps. Il ne prend pas de décision, ou pas plus que les autres. Donc ce n'est pas une fonction avec autorité décisive. Donc il n'a pas d'autorité sur ce que font les autres. Non, pas plus que les autres. D'accord. Et c'est surtout la coordination, vraiment collecter les informations et les distribuer à nouveau. Donc vraiment être un point de vue central qui voit un peu tout et qui crée une photo unique pour tout le monde, que tout le monde comprend qu'est-ce qui se passe. D'accord, donc son rôle c'est vraiment de donner de la visibilité sur là où on en est, comment se passe le projet, et ainsi de suite. Mais il collecte simplement les informations qu'on lui donne et il a davantage une vue d'ensemble. Il le redistribue. Par exemple, le coaching, c'est souvent fait par un manager qui est le développement personnel de son équipe. Ici, ce n'est pas nécessairement le coordinateur. Ça peut être une autre personne. En général, c'est une autre personne. Okay. Quand tu parles de coaching, tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu mets derrière le mot coaching? Il y a peut-être 2 types de coaching. Le coaching pratique de la fonction, aider à faire un site web, aider à faire la vente. Un support technique ou un support à la vente, ou ça, d'accord. Là, c'est vraiment peer-to-peer. Donc, quand il y a quelqu'un qui commence dans une fonction, c'est quelqu'un qui fait la fonction, qui prend sur ses mains cette nouvelle personne et apprend tout, et ensemble, ils font que la nouvelle personne réussit. Le deuxième type de coaching, c'est plutôt développement personnel. Et là, on cherche encore. Ce qu'on a maintenant, qui est beaucoup, c'est le peer feedback, c'est un autre sujet. Donc, en donnant du feedback l'un à l'autre, les gens se développent. Ça, c'est une façon
Mais ce qu'on manque encore un peu, c'est le mentorship peut-être, ou le mentoring. Ça, il n'y a pas vraiment. Moi, je le fais un peu et les personnes le font un peu pour l'un l'autre, Oui. mais il n'y a pas une approche structurée derrière. Ça, il faut encore développer. Ok. Tu as parlé de peer feedback, vous avez un outil pour ça, ou c'est structuré, ou ça veut simplement dire que deux personnes se donnent un peu de feedback? C'est structuré. Parce que je vais revenir comment on marche. C'est Ok. bien d'abord comprendre un peu comment ça marche. Donc, l'idée, c'est qu'une équipe est responsable pour ses résultats collectifs. Hein? Donc, ça veut dire les revenus moins les frais, c'est le bénéfice. Et l'équipe est responsable que le bénéfice soit moins que zéro, sinon il y a un problème. Et l'équipe doit prendre la décision nécessaire pour résoudre ça si ce n'est pas le cas. Mais tout le reste, ils sont libres. Donc, ils peuvent choisir comment ils font ça. Il n'y a pas de but sur le nombre de ventes, tout. Si le bénéfice, c'est bon. Le bénéfice, et si les clients sont heureux, et si l'équipe est heureuse. Donc, ça sont les trois indicateurs de santé. Il faut que le bateau flotte, donc il faut qu'il y ait pas de perte. Oui. Voilà, il faut que les clients soient satisfaits et heureux, et il faut que l'équipe soit heureuse. C'est ça. C'est tout. Mais comment ils font? Ils sont libres. Alors, la question est, quand tu n'as pas un manager et l'équipe, quelque chose ne marche pas, ou une personne a une performance autour de moi, comment est-ce qu'on va agir? Qu'est-ce qu'on va faire? Et l'idée, c'est, avec le peer feedback, ça c'est un système pour résoudre ça. Donc l'idée, c'est, à chaque moment, tout le monde de l'équipe peut nominer une personne pour recevoir un feedback, et c'est anonyme pour l'instant, mais ça, peut-être dans le futur, ce ne sera pas anonyme, on ne sait pas. Ils peuvent faire ça tout le temps, mais aussi chaque mois, il y a un rappel, juste pour faire un moment de réfléchir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bénéficier d'un peer feedback, soumis le nom ici, et voilà. Et après, il y a un feedback qui se lance, et le peer feedback, il y a deux choses, il y a le self-feedback et le peer feedback. Le self-feedback, c'est la personne qui évolue soi-même sur trois dimensions, motivation, comportement et performance dans le rôle. Et l'équipe fait aussi, mais pas tout le monde. Si 4 des 10 personnes font le peer feedback, c'est suffisant. Et pourquoi on fait comme ça? Explique concrètement, ça. Disons que moi, je demande d'avoir un self-feedback, c'est ça? Donc je prépare mon truc, et puis qu'est-ce qui se passe? Oui, donc j'ai oublié de dire ça. Dans le début du processus, on choisit un porte-parole, quelqu'un qui va consolider toutes les informations. Donc, si vous voulez un peer feedback pour vous-même, vous faites le self-feedback, c'est une étape. Et on dit ça porte-parole? Oui. La porte-parole, il va collectionner le feedback des autres personnes dans l'équipe, il va le consolider et faire un sommaire. Faire un sommaire structuré selon un template qu'on a. Oui. Et après, il va discuter avec la personne, avec vous, sur le feedback, dans une discussion one-on-one. Oui. Et c'est vraiment d'une base égalitaire. C'est pas l'idée de dire tu fais mieux ça, ça et ça. C'est vraiment un dialogue empathique. Et vous commencez avec votre self-feedback, et lui, il va ajouter ce que l'équipe a encore dit en plus, ou changer. Ouais. Et là-dedans, il peut y avoir des choses négatives. Certainement. Ouais. Oui, okay. Mais en général, la plupart des choses négatives, la personne le sait déjà. Et en donnant l'opportunité de le dire d'abord, c'est quand même un peu moins, comment on dit, la personne se sent mieux. Oui, il ne se sent pas accusé, il se sent, voilà, oui. J'ai ce problème-là. C'est coopératif. Oui. Et probablement que ce que les autres vont dire sera plus gentil que ce que je dis de moi-même. Okay. Ouais. Ça, c'est si je demande un feedback. Mais alors, si moi je dis, tiens, celui-là, je trouve qu'il ne fait pas bien son job, j'ai envie de lui donner... C'est le même processus. Oui. Donc, de ce moment-là, tu soumis son nom, c'est via un Google Form. Hein? Anonyme. Anonyme? Ouais. Oui. Pour l'instant, mais ça va réfléchir. Oui, voilà. Et après, le processus, c'est le même processus. Self-feedback plus peer feedback pour cette personne. Oui. Et le feedback, il finit avec une conclusion. All good, donc tout est bon. Improvement needed, donc amélioration, oui, nécessaire. Voilà. Orange flag, drapeau orange, ou proposition d'arrêt. Okay. Oui. Ça peut être bien clair quelle est la conclusion, sinon ça peut être vague et on ne sait pas comment est-ce que l'équipe pense de cette personne maintenant. Et s'il y a vraiment un problème avec quelqu'un, alors si c'est all good, il n'y a pas de problème. Mais si c'est orange flag, la personne sait je suis assez proche du et alors, qui est-ce qui détermine justement ce score Donc chaque personne de l'équipe
oui, donne ça comme conclusion sur son évaluation de la personne. Ok. Et la personne qui fait la sommaire, Fait une moyenne. il fait une moyenne ou quelque chose comme ça. D'accord. Oui. Ok. Et quelle est ton expérience donc tu pratiques ça depuis un an ou depuis, Oui, depuis un an? Oui, un peu moins. Oui. Donc tous les mois, tu as différents peer feedback comme ceci. Oui, ça peut être à chaque moment, mais en moyenne, parce que le but du système, c'est d'éviter de faire un peer feedback pour tout le monde, chaque mois, par tout le monde. C'est vraiment trop lourd. Donc c'est seulement pour les gens où au moins une personne trouve que c'est nécessaire, oui. Et seulement par un groupe représentatif de l'équipe. Donc sur 10 personnes, ça suffit si c'est 4 ou 5 personnes. Voilà. Sur le mois? Oui. Okay. Et en moyenne, on a 1 ou 2 chaque mois. 1 ou 2 chaque mois? Oui. Et c'est 50%, c'est les gens qui ont nominé soi-même, et presque tous sont positifs. Presque tous sont all good ou improved needed. Et quand ce sont d'autres qui demandent un feedback, enfin qui demandent le peer feedback d'un autre, est-ce que c'est pour dire des choses négatives ou quel est le message qu'il y a derrière? Là aussi, c'est au moins 50%, mais c'est une expérience limitée, oui, oui. Au moins 50% c'est pour dire des choses positives, parce qu'on sent que la personne a un peu manque de confiance en soi, et on veut donner un boost. Et un peer feedback, c'est excellent pour donner un boost, parce qu'il y a beaucoup de feedback positif qui vient, c'est structuré, c'est clair, c'est dans une conversation égalitaire, donc c'est beaucoup. Dans les autres cas, c'est parce qu'ils ne savent pas comment dire un feedback négatif. C'est pas facile d'aller à la personne directement. On encourage ça, d'aller directement, c'est beaucoup plus fort. Mais parfois, les gens ne savent pas comment et quoi. Ou ils l'ont déjà essayé quelquefois, ça n'a pas marché. Et donc, le peer feedback peut être un moyen un peu plus facile. Ok. Alors, comment est-ce que les décisions se prennent? Vu que ce n'est plus le management qui prend des décisions, il n'y a plus de management. Comment est-ce que les décisions se prennent? Là, on utilise le processus que Frédéric Laloux décrit dans son livre. Il l'appelle Advice Process. Nous l'appelons Input Process. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement que tout le monde peut prendre chaque décision qu'il veut si il demande suffisamment d'inputs chez les collègues, chez les personnes avec l'expérience ou les personnes qui sont impactées par la décision. Nous, on l'appelle Input Process et pas Advice Process. C'est juste des sémantiques, mais dans le début, avec Advice Process, parfois, les personnes qui donnent input, ils s'imposent un peu. Ils se sentent le docteur qui va donner le conseil, et si ce n'est pas bien utilisé, ils se sentent un peu attaqués ou un peu. Et donc, Input Process reflète un peu mieux les proportions. Ok. Et donc, ils demandent l'avis. C'est obligatoire de demander l'avis de tous les gens concernés? Ce sont les représentatifs des gens concernés. Ça dépend vraiment de la décision. Si c'est une décision pour changer les prix des use, alors presque tout le monde sera concerné parce que c'est assez important. Si c'est de changer le processus de vente, alors on va seulement demander l'input à les gens qui font la vente. Qui font la vente. Oui. Oui. Okay. Si c'est pour changer le bureau, alors on va demander un conseil à quelques personnes. Ok. Et alors la personne, si par exemple les avis qu'elle a recueillis sont contraires à ce qu'elle veut décider, elle peut quand même décider de faire ce qu'elle pense. Hein. Oui. C'est bien ça. Oui. Mais il va essayer de comprendre pourquoi est-ce que la personne n'est pas d'accord avec la décision, quel est son besoin derrière, et essayer d'intégrer ça dans la décision. C'est ça. J'avais entendu parler, quand ton collègue est venu faire la présentation à Maline avec laquelle j'ai assisté, votre processus d'alignement, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut intervenir dans le cas justement où des gens ne seraient pas d'accord? Raconte. C'est absolument nécessaire. Quand les gens peuvent tout décider, il n'y a pas un manager qui va résoudre les conflits, ou les frustrations, ou les tensions. Donc il faut avoir un moyen. Et le moyen simple, le alignment process, ça dit simplement quand il y a une tension, ça peut être une frustration, malperformance, ou ne pas agréer sur une décision. Pas être d'accord. Pas être d'accord sur une décision. Donc quand il y a une tension, on parle jusqu'au moment où on se comprend. Je veux dire, on, c'est qui? C'est les deux personnes qui ne sont pas d'accord? Oui, exactement. Et il y a un témoin, ou c'est à deux? Comment ça se passe? Presque jamais, sauf s'il n'y arrive pas, s'il parle et ça ne marche pas, alors oui, le processus c'est qu'il y a un témoin, un intermédiateur qui entre la conversation pour rappeler à la bonne façon de faire un dialogue, empathique, écouter, laisser finir l'autre et tout, et de gérer un peu le processus. Ça, il va gérer le processus, mais pas du tout le contenu. Pas le contenu, et l'année passée, on a eu besoin d'un intermédiateur une fois, je crois. D'accord.
Et là, c'est quoi le médiateur, une espèce de coach? C'est toi, c'est Les un gens, externe ou les gens choisissent. eux-mêmes? Ah oui, les deux choisissent eux-mêmes. Oui, et ça va être presque toujours quelqu'un à l'interne. Mais peut-être si c'est une discussion vraiment difficile où on n'a pas l'expérience pour intermédiaire à l'interne, ça peut être quelqu'un externe aussi, mais on a eu ça une fois, donc c'est une question un peu hypothétique. Oui, d'accord. Ouais. Ok. Il y a d'autres outils comme ça que tu utilises au quotidien dans l'entreprise Bah, je dirais que le input process et le alignment process ensemble, ça fait presque tout. Parce que toutes les décisions, tout le comportement est dirigé par ça. Et le peer feedback processus, où on en a parlé par exemple, en fait c'est le input process, c'est le même. Le porte-parole, il prend une décision en demandant un input de l'équipe sur la performance d'une personne. Donc c'est une variation de l'input process un peu compliqué, un peu élaboré, mais c'est le même principe. Les autres outils qu'on utilise, c'est par exemple un open circle. C'est l'outil pour... Un cercle ouvert. Raconte. Un cercle ouvert. Oui. Raconte. Raconte, oui. Donc, c'est pour construire la confiance dans l'équipe. Parce que les gens, ils ont des choses personnelles ou des émotions ou des choses qui jouent ensemble et c'est pas toujours facile pour exprimer ça. Dans le jour à jour, on est en train de travailler, il y a un rythme vite, donc on ne trouve pas ce moment. Et donc, le cercle ouvert, c'est juste un moment où on dit, on crée l'espace, 1 heure, pour être à l'aise, et pour juste, s'il y a quelque chose, vous pouvez l'exprimer. Et ça peut être tout. Donc, on est ensemble, et chacun qui veut exprimer quelque chose, raconte une histoire, ou quelque chose de personnel qui a joué sur le boulot, peut-être qui a impacté les choses. Ça peut être une frustration, mais on ne commence pas à attaquer l'un l'autre. Donc, c'est pas quelque chose, il n'y a pas vraiment d'interaction, c'est pas le but, c'est vraiment le but de pouvoir s'exprimer. Ouais. Ça. Et on avait pensé, avant de faire ça, que les gens vont raconter, j'ai appelé un client, c'était une discussion amusante. Mais les gens, surtout dans le début, ils ont exprimé toutes les choses personnelles importantes dans leur vie, que l'équipe ne savait pas encore. Donc, apparemment, ça allait par exemple un parent qui est mort, ou un ami avec quelque chose, ou des parents séparés, ou des choses comme ça, vraiment important. Donc, probablement, ils ont eu ce besoin sans vraiment le savoir, et ils sont contents d'exprimer ça. De mettre ça, voilà. Ouais, ce que je vis, quoi. Ouais. Et ça aide l'équipe, après, d'interpréter le comportement des autres. Quand le jour après, quelqu'un arrive un peu bref, un peu pas trop souriante, parfois on sait comprendre pourquoi, parce qu'on comprend le contexte. Oui. Okay. Donc ça, c'est le cercle ouvert. Oui. Si j'ai bien... Et tu fais ça tous les combien? C'est chaque semaine? C'est tous les mois? Tous les mois, peut-être en moyenne, tous les 3-4 semaines. Tous les 3-4 semaines. Oui. Et quoi, c'est quelqu'un qui décide, tiens, je vous propose de faire un cercle ouvert? Oui, pour l'instant, c'est pas avec un rythme régulier, c'est vraiment si quelqu'un veut l'organiser, il l'organise. Et c'est simple, c'est juste planifier les rendez-vous et c'est ça. C'est bon, quoi. Vous asseyez. Voilà. Ouais. Alors, j'avais entendu parler d'un autre cercle aussi, le cercle interactif. Oui, c'est une variation sur le cercle ouvert. C'est le même principe, mais parfois on veut discuter des choses dans le même esprit calme, pas avec un certain but, mais avec une discussion possible. Et donc là, il y a de l'interaction. Donc on prend des sujets où on peut interagir. Ouais. Ok, et là tu as mis des règles pour ce cercle-là? Oui, les règles dans chaque conversation, c'est un peu le même. Hein. C'est de faire finir les gens quand ils parlent, c'est de demander la parole, c'est d'essayer de comprendre quoi l'autre veut dire et d'abord le comprendre et après répondre, des choses comme ça. Okay. Ouais. Mais ce sont des règles qu'on essaye d'appliquer partout. D'accord. Et qu'on oublie aussi souvent. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réunions qui sont assez structurantes pour vous, d'autres outils que vous utilisez? Qu'est-ce que tu as envie de partager? On a quelques réunions dans un certain rythme pour gérer nos opérations. On a un daily huddle, c'est chaque jour 15 minutes, vers 12h15, jusqu'à 12h30. Et c'est là où l'équipe, donc avec 10 personnes, où les gens qui sont présents, juste discutent comment le jour évolue, avec quel projet ils sont en train de travailler et tout. Chaque semaine, on a... Attends, ça c'est une réunion qui dure combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. Okay. Oui. Parfois un peu plus long, mais on essaie de garder ça après. Tu le fais en stand-up ou non, oui, souvent c'est sur stand-up, mais on passe. Oui.
Le weekly review, Ouais. c'est pour refléter ou réfléchir sur la semaine qui est passée, pour vraiment voir les finances, les clients, l'équipe, est-ce que tous sont contents? Est-ce que tous ça va bien? Est-ce qu'il faut un peu faire des décisions, changer quelque chose? Est-ce qu'on est en bonne route? Et là c'est une réunion qui prend combien de temps? Plus long, 3 quarts. 3 quarts d'heure. Oui. C'est cool quand même. Ouais. Et donc cette réunion est très structurée. Vous avez vraiment quelques points à l'agenda et vous passez en revue. Oui. Et qui prépare les informations? Oui, donc c'est aussi quelque chose qui évolue encore, qu'on est en train d'apprendre. Mais là, en général, il y a 4-5 personnes, de 10, pas tout le monde, pour garder ça efficace. Et l'idée, c'est que tout le monde est préparé par regarder les chiffres. Les chiffres et aussi le comportement des gens, un peu observer, faire l'analyse en soi. Et sur la réunion, on propose seulement des décisions, les choses qui sont importantes. On ne va pas faire l'analyse à ce moment-là. On va faire avant. Tout le monde a vu les chiffres avant. Oui. C'est le but. Pas tout le monde le fait toujours. On travaille encore à ça. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est le cercle interactif. Non, c'est la réunion weekly. Il y a d'autres... Alors, il y a encore un monthly. Donc chaque mois, on fait la même analyse, mais un peu plus... on regarde le mois passé et le mois qui vient, on fait une perspective un peu plus large. Et on le discute après, des conclusions sur le monthly meeting. Okay. Oui. Et le monthly review, il est fait aussi par 4-5 personnes. Et avant et après, il y a quelqu'un qui demande inputs à les autres personnes. Par exemple, on n'a pas réalisé notre plan pour le mois, on a un peu de rien, comment on va changer les choses. Et là, on demande input à tout le monde, qu'est-ce que tu sais faire le mois qui vient? Quels sont tes plans? Deux questions là. Vous êtes 4-5, donc vous n'êtes pas tous là. Ça veut dire qu'il y en a... pourquoi est-ce que certains viennent et d'autres pas? C'est les gens qui choisissent librement de venir ou pas? Oui. Ou bien c'est des gens qui sont nommés par l'équipe? Ou comment ça se passe? Non. Ça c'est pour le weekly review. Hein. Et là, les gens qui veulent venir viennent. Okay. Mais on sait qu'il y a quelqu'un de chaque rôle présent. Un web designer, quelqu'un de la vente, quelqu'un de marketing, pour avoir un peu un groupe divers. Oui. Oui. Et sur le monthly meeting, tout le monde est là. Ça c'est vraiment l'idée. C'est une réunion dans le mois où tout le monde est là. Ouais. Ok. J'avais cru comprendre que vous n'étiez pas mis d'objectif, si ce n'est de faire flotter, d'objectifs financiers, je parle, de faire flotter le bateau. Et là, tu as l'air de dire, tiens, on regarde pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint l'objectif. Oui, donc, oui. Qu'est-ce que... Il y a des objectifs. Il n'y a pas des objectifs imposés par quelqu'un d'autre. Ça, c'est déjà une grande distinction. Ok, donc c'est l'équipe elle-même qui se dit, tiens, ce mois-ci, on vise ça. Oui. Et deuxième, on a eu les objectifs dans le passé, et tout le monde était chaque jour occupé avec ses objectifs. On sait, ok, je dois encore avoir un, encore deux, et chaque jour, c'est ça dans leur tête. Et c'est pas ça qui doit être dans la tête de la personne. C'est plutôt, je vais l'appeler un client, comment est-ce que je peux être souriante, avec énergie, et comment est-ce que je vais l'aider. Ça doit être dans notre tête. Donc, l'idée des objectifs, c'est vraiment, on regarde ça 1 ou 2 fois dans le mois, et pour le reste, on s'occupe avec aider les clients. C'est ça. Ouais. Donc, on est un peu moins obsessif avec les objectifs. Donc, quand tu disais sur ton profil LinkedIn, tu dis aider plutôt que vendre, oui. C'est vraiment dans cette optique-là. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus, sur aider plutôt que vendre? La vente, c'est super important parce que sans vente, pas d'argent et il n'y a même pas de profit. Voilà, c'est vite fini. Voilà. Mais c'est d'abord aider après vendre. Et on ne va jamais vendre quelque chose si ça ne l'aide pas. Donc on ne va jamais vendre quelque chose qui ça dommage le client. Qui fait du tort. Ouais. Et aussi, on constate qu'en aidant les gens d'une bonne façon, la vente suit. Il faut pas oublier toutes les choses qu'on a apprises sur la vente, parce que la vente, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est important. Mais le but principal, c'est d'aider les gens. Ouais. Donc, vraiment ça. Ouais. Et à ce moment-là, les deux vont ensemble. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais ils vont ensemble. Ok. Tu parlais tout à l'heure de processus, les cercles, et les feedbacks de pair. Est-ce que vous avez des processus qu'on appelle d'évaluation annuels, là où on rencontre les gens et on leur dit ce qu'on pense d'eux, ou pour les augmentations, entre toutes ces choses-là? Comment est-ce que vous êtes organisé à ce niveau-là? Non, parce que ça c'est plutôt couvert par le feedback à pair. Okay. Oui. Là, les gens savent vraiment où est-ce qu'ils sont,
d'une perspective aussi assez long terme. Ouais. Ok, mais donc quelqu'un qui ne demande pas de feedback de pair et qui n'est nommé par personne pourrait avoir pendant 3 ans aucun feedback. Pour l'instant, c'est possible. Oui. Ok. Je ne sais pas encore si c'est bon ou pas. On va découvrir ça. Peut-être on constate qu'un feedback par an, au moins, c'est quand même utile. Ouais. Mais probablement, s'il y a quelqu'un qui voit le bénéfice de faire le feedback pour quelqu'un, ça va se passer. Ok. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un avec 3 ans sans feedback. Donc, je sens assez fort dans tout ce que tu dis, c'est que vous avez mis des choses en place, mais c'est des choses que vous êtes prêts à changer, que vous êtes tout le temps en train de vous demander est-ce que c'est bon, on essaye, et puis après, on change quand il faut changer. Et ça, c'est le truc dur, hein? Parce que dans un système classique, peut-être il y a déjà plus de littérature, comment faire la gouvernance, et on peut choisir quelque chose et ça marche assez bien. Dans le truc qu'on essaie de faire, il n'y a pas beaucoup déjà, donc il faut encore créer toute la structure soi-même. Et ça, c'est quand même assez intensif, mais avec un esprit, comme tu le décris, d'être ouvert à le changement et de changer les choses, ça va quand même. Oui, c'est ça. Ok. Alors, ah oui, un autre truc dont j'avais entendu parler, c'est il y a plusieurs murs. Je crois qu'ici on a un mur. Un mur quoi? C'est le mur. C'est the wall of positivism. Of positivisme, d'accord. D'accord. Alors c'est quoi? Ça correspond à quoi? Oui, ça a commencé au moment où on a eu une période dure. Et tout le monde commençait un peu à être négatif. Et quelqu'un a dit il faut être plus positif. On a vraiment une société magnifique ici, on a sain, on a tout ce qu'on a besoin. Soyons positifs. Et donc, exprimons notre positivité sur le mur. Et on a commencé à mettre la positivité sur le mur avec toutes les choses qui rendent les gens heureux. D'accord, ok. Alors tu as un autre mur qui est le Wall of Love, donc le mur de l'amour. Là c'est quoi? Là, vous déclarez votre flamme les uns aux autres ou qu'est-ce qui se passe? Avec les clients peut-être. Avec les clients, raconte. C'est un mur digital à l'interne. Donc sur notre système de communication à l'interne, Basecamp, on a un mur, un message board, une page. Et chaque fois que quelqu'un a un client ou une conversation avec un client pas heureux, mais hyper heureux, oui. on le met là-bas. Pour que tout le monde est inspiré par ces histoires. Donc c'est vraiment des histoires de clients qui ont été touchés par la qualité de votre service et de votre attitude. Et l'interaction, oui, voilà. C'est ça. Et ça arrive souvent? Par mois, ou par semaine, il y a 10, 15 de messages. Wow. Peut-être 10. Une dizaine de messages par semaine. Oui, 40-50 par mois. 40-50 par mois. Wow, oui, ça doit sérieusement. Et ça donne l'énergie pour avoir encore plus de messages. Donc on envoie des petites cartes aux clients. Quand ils sont malades ou quelque chose, on envoie une carte. J'espère que vous allez bien, et des choses comme ça. Ça touche. Un sujet plus terre à terre, c'est tout ce qui concerne les salaires. Donc, si j'ai bien compris, ce sont les équipes elles-mêmes qui décident de leur salaire? Pour l'instant, pas encore. Allez, en fait, ce n'est pas un sujet. L'idée, c'est l'équipe, que l'équipe décide. Mais les gens, quand ils sont arrivés, c'est une proposition faite par You ce moment-là. Oui. Et les gens sont encore sur ce salaire, et ça augmente chaque année d'une proportion stable. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'avoir un processus où les gens décident de leur salaire probablement en suivant l'input process. Donc en donnant input et proposent un nouveau salaire, et reçoivent feedback là-dessus, et comme ça peut évoluer. C'est quelque chose qu'on veut implémenter les mois qui viennent. Ok. Donc c'est le processus dont parle Lalou chez Morningstar? Oui, ça, on pense à quelque chose comme ça. De ce style. Ouais. On n'a pas encore d'expérience avec ça. Ok. Ok, d'accord. Alors, quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas, il n'y a pas le droit de veto. Enfin, toi, je crois que tu es l'actionnaire principal ou tu es le seul actionnaire ou oui, donc c'est ton entreprise. Tu dis jamais, mais non, c'est fini la récréation, hein, maintenant vous faites comme j'ai dit et... Je me laisse ça. Parfois je pense ça, mais je peux faire ça une fois et après c'est fini. Tout c'est fini. Donc c'est pas. Donc tu fais ça? Non. C'est dur? Oui, parfois, mais pas non plus, parce que c'est pas souvent que. Non, allez, même si je pourrais le faire et je pourrais forcer les gens,
s'ils ne font pas avec conviction ça, avec conviction, Oui. ça ne va pas marcher. Donc, l'approche qu'on utilise maintenant fait sûr que tout le monde est convaincu de ce qu'il fait. Ouais. Ça, je connais soi-même. Donc, tu dis que finalement, tu préfères qu'il y ait une erreur qui se fasse ou des choses qui te paraissent complètement fausses, mais que ce soit les gens qui aient décidé eux-mêmes. Tu penses que ça ferait plus de tort que tu corriges l'erreur, oui. Parce que tu ne serais plus dans justement cette autodétermination et cette créativité que tu recherches. C'est des erreurs qu'on apprend. Oui. Et aussi, ça me force de convaincre les gens vraiment. Parce que j'ai toujours l'influence. Quand je voudrais décider quelque chose, mais allez, je ne peux pas parce qu'une autre personne décide ou quelque chose, je veux toujours parler avec la personne, donner un input, essayer de le convaincre, c'est possible. Arrête de me poser des questions, fais ce que je te dis, ça c'est pas possible. Oui, non, ça marche pas. Enfin, c'est possible, mais tu ne le fais pas, quoi. Non, d'accord, ça. Toi, tu fais partie de l'équipe, tu donnes des rôles, ou bien tu t'es mis un rôle tout à fait particulier? C'est difficile, hein, mais je fais partie de l'équipe centrale de soutien. Okay. Donc avec la facturation et tout, donc je suis une équipe séparée qui soutient l'équipe. Et l'idée, c'est que je n'interviens pas si l'équipe ne sent pas le besoin. Okay. Mais il faut quand même discuter régulièrement pour voir est-ce que j'interviens trop ou pas assez. Et donc c'est un peu une danse et il faut se trouver. Oui. Mais ça marche bien. Pour l'instant, ça marche bien parce que l'équipe est très autonome pour l'instant. Ouais. Et je ne prends pas beaucoup de décisions, mais je donne beaucoup d'inputs. Presque tout le temps, je suis en train de donner input sur les projets, sur les gens, de leur aider. Donc c'est tout ça mon rôle. Tu donnes de l'input parce qu'on te le demande? Oui. Ou parce que tu vois quelque chose qui se passe et tu donnes ton avis? Ça dépend. Mais en général, c'est logique. En général, c'est naturel ou donner input. Et les gens le demandent en général. Oui. Et les gens savent qu'ils ne sont pas obligés de respecter ton avis? Oui. Ouais. Et parfois, c'est le cas. Et parfois, c'est le cas? Oui. Ça montre que ça marche. Ah oui, c'est vrai. Il faut toujours ce que tu dis à ce moment-là, c'est que... Oui, en général, presque toujours, ça ne se passe pas beaucoup que les gens donnent un input et après qu'ils n'ont pas respecté. Parce que ce n'est pas noir et blanc. En général, il y a une discussion et il y a on arrive à... Voilà, une compréhension mutuelle. Oui, voilà. On arrive à une décision. Ouais. Et avec presque toutes les décisions, tout le monde se sent bien avec ça. Presque toujours. Ouais. Tu as connu les deux systèmes. Tu as commencé dans un système classique. Maintenant, tu es dans un autre système. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as perdu? Pourquoi est-ce que tu restes dans ce système-ci? C'est beaucoup plus naturel, intègre, parce que maintenant, je prends certaines valeurs, personnellement, et maintenant ils sont aussi dans la pratique. C'est ça. Ouais. Auparavant, j'ai l'impression, quand j'ai travaillé dans une structure un peu plus classique, j'étais managé moi-même, je me sentais limité. Donc, si après, j'ai créé une entreprise et j'ai fait la même façon, alors je traite les gens de cette façon où moi je n'aimais pas être traité. Et ça ne semble pas très juste. Tu peux dire, toi, ce qui te plaisait pas, mettre quelques exemples en évidence? Oui, surtout sur le côté autonomie, être imposé certaines décisions, certaines façons de travailler et pas pouvoir influencer ça toi-même. Ouais. Et vraiment, dans beaucoup de structures classiques, il y a les managers qui donnent beaucoup d'autonomie à leur équipe et qui conseillent. Donc, c'est pas autonomie et peut-être aussi pouvoir être soi-même, se comporter comme on veut, dire les choses dans la façon où on veut, pouvoir parler de ses défauts sans que ça devienne personnel. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est agréable. On sait créer un environnement où les gens peuvent simplement dire je suis vraiment désorganisé, c'est pas facile pour moi, aidez-moi. Et c'est pas un point négatif sur le prochain performance review. Non, c'est un point positif que c'est discuté. Il a dit ça et que voilà, qu'ils mettent ça sur la table, c'est vraiment quelqu'un qui est plus créatif qu'un autre. Ou qui Et on travaille bien ensemble. La personne un peu moins structurée, mais ils sont très créatifs. Et ils travaillent avec une personne très structurée pour faire des projets. Et ensemble, ils sont très forts. Ils sont très forts. Ouais. Donc toi, revenir en arrière, c'est pas quelque chose auquel tu penses? Qu'est-ce que c'est arrière? C'est vrai. Revenir à une structure classique où c'est toi qui décides. Toi, tu travailles sur tel projet, tu vas faire comme ceci, et ainsi de suite. Bah,
la structure peut varier et peut-être que ça va certainement plus refléter une structure classique, mais les valeurs ne vont pas changer. Donc, je ne dis pas que je ne pourrais pas travailler dans une société avec des managers, ou même ici, s'ils travaillent avec les mêmes valeurs, s'ils donnent autonomie, s'ils font un environnement sécure pour les personnes. Qui dit autonomie dit que une structure pyramidale ne convient plus ou bien il faut l'inverser. La pyramide inversée au service de ceux qui travaillent pour ça. Le truc avec une pyramide classique, c'est que le manager peut être très bon et donner beaucoup d'autonomie et tout, mais la structure encourage le manager de prendre beaucoup de pouvoir et de travailler un peu plus contrôlant. Oui, c'est ça, beaucoup plus contrôlant. Oui. Comment réagissent les clients? Comment est-ce qu'ils se sentent là-dedans? Au départ, donc, il y a 1 an, ou il y a 1 an, on a fait beaucoup de changements et tout le monde aussi était vraiment on fire. Ils trouvaient ça incroyable, la façon dans laquelle on travaille. Et pendant beaucoup de mois, on se demandait comment est-ce qu'on peut transférer ces sentiments vers les clients. Parce que les clients, ils sont contents, oui, mais ils ne sont pas ce que nous sommes, ce que nous sentons. Et depuis 3-4 mois, on a fait beaucoup de changements là-dessus, dans notre approche avec les clients. Et là, c'est vraiment l'équipe qui a fait toutes les innovations, donc ils savent mieux expliquer que moi. Mais notre wall of love, il devient de plus en plus long. Ouais. Et c'est vraiment dans la façon de communiquer. Oui. Tu as des exemples ou je devrais aller voir les équipes? Oui, il faut lire dans notre wall of love, mais c'est vraiment d'abord essayer d'aider les gens, et les gens, ils le sentent. Ils le sentent quand ton objectif est d'aider et pas seulement de vendre. Et quand ils sentent ça, leur défense tombe, oui, ils ont de confiance, et il y a une relation totalement différente. Ouais. Ouais, et on espère également qu'ils deviennent des ambassadeurs pour nous et que ça nous apporte plus de clients, ça c'est une idée. Oui. Ok. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans toute cette migration, cette nouvelle façon de fonctionner? Il y a quelques exemples, mais un exemple, c'est on a fait tout transparent il y a 1 an, tout. Et beaucoup était déjà transparent, mais vraiment tout, donc salaire, chiffres financiers, toutes les décisions, tous les projets. Et au départ, parce que les gens se sentaient responsables pour tout, c'était trop lourd. Toutes ces informations, ils voyaient tous les chiffres, donc ils voyaient tout ce qu'ils pourraient améliorer, et ils sentaient une grande pression. Donc on a appris qu'il ne faut pas mettre tous les chiffres derrière, devant le nez. Il faut tout doit être accessible. Certains chiffres, les gens peuvent aller chercher. Les autres doivent être rapportés chaque mois, les autres chaque semaine, par exemple. Donc il faut adapter ça. Aussi, pas tout le monde est intéressé dans tous les chiffres. Non, pas ça. Voilà. Et il faut donc adapter un peu à ça. Nous, on a vraiment essayé de donner tous les chiffres à tout le monde, et tout le monde devait les comprendre, mais ce n'est pas nécessaire, c'est pas naturel. Oui. Ouais. Et donc après, on a adapté ça. Donc tu as gardé la transparence, oui. Mais tu as essayé aussi que ce soit plus accessible. Quoi. Donc tu étais avec quelques chiffres, mais pas, oui, pas des on a simplifié, on a simplifié les chiffres et on a éduqué quelques gens qui sont intéressés à interpréter les chiffres. Et les autres, ils n'ont plus regardé les chiffres, mais ils ont confiance en la personne qui interprète les chiffres, que les chiffres sont ce qu'on dit. Et puis ils ont accès, s'ils veulent, ils peuvent aller voir. Toujours. Ouais. Ok. Ouais, ça c'est une chose. Ça c'est une difficulté. Tu en as d'autres à partager? Une autre, c'est quand on a vécu pendant 20-30 ans dans un système un peu classique, aussi même dans l'éducation, dans l'école et dans le boulot, c'est difficile à ontleren, pour désapprendre ça et apprendre une nouvelle façon. Et pour certains gens, ça a pris beaucoup de temps, parce qu'il y avait quelqu'un qui disait je veux vraiment avoir confiance dans le système et dans mes collègues et dans toi, mais il y a quelque chose qui m'arrête. Ouais. Donc ça c'est oui. Donc tout le monde fait aussi un développement personnel dans le processus. Ouais. Tout cet aspect-là. Encore autre chose, d'autres difficultés par rapport à toi-même? Apprendre. Oui, oui. Pour les gens et moi, apprendre à se comprendre, à vraiment comprendre qu'est-ce qui joue chez quelqu'un quand on n'est pas d'accord, apprendre à gérer les choses, parce qu'avant c'était manager, c'est l'équipe à s'auto-gérer,
il doit apprendre, interpréter les chiffres, coordonner les choses, résoudre des problèmes. Donc il faut aussi beaucoup apprendre. Pour moi aussi, c'était redéfinir mon rôle. Oui. Pour définir, parce que les 5 années qui sont passées, ça a toujours évolué, donc ça n'a jamais été stable. Mais le plus que l'équipe devient autonome, le plus que mon rôle évolue. Parce que le plus qu'il devient autonome, le plus d'autonomie que je donne, et le plus que je donne des conseils, ou même le moins, parce que le plus qu'ils sont autonomes, le moins qu'ils ont besoin de moi. Oui. Donc ça doit évoluer ensemble. Et alors, ton rôle, tu le définirais comment? Soutenir l'équipe surtout avec les choses où ils veulent être soutenus. Et en pratique, je donne beaucoup d'input sur les projets, sur les décisions qu'ils vont prendre, sur les émotions ou les choses qu'on ne s'en va pas, où il y a une frustration entre deux personnes, parfois ils demandent conseil. Donc ça, c'est un côté. L'autre côté, j'ai aussi quelques rôles exécutifs où je fais le travail moi-même. Le marketing interne, je fais pour une partie. Notre système, technologie, en interne, moi je le gère. Ça, c'est des rôles que d'autres auraient pu prendre, ou toi, oui, parce que voilà. Donc c'est pas lié à mon rôle comme fondateur. Ok. J'avais entendu qu'il y avait aussi des problèmes de surengagement, donc des gens qui sont trop engagés. Il y a des entrepreneurs qui rêveraient de ça, d'avoir des gens trop engagés. Oui, mais trop, c'est jamais bon. Mais c'est parce que les gens, ils reçoivent l'autonomie pour créer leur propre entreprise. Ils peuvent co-créer Jules et ils font ça. Donc ça devient leur bébé. Donc ça devient une partie importante de leur vie. Et quand le bébé il a mal, ils ont aussi mal. Et c'est un peu ça. Donc moi aussi, il faut apprendre à être très motivé, mais aussi pouvoir déconnecter de ça. Et les gens ont devoir apprendre quand ils vont à la maison de déconnecter. Et de ne pas penser trop à nous quand ils sont à la maison. Comment tu fais? Comment tu les aides là-dedans? Comment Jules les aide? Oui. C'est important d'avoir des rôles clairs. Ça, c'est quelque chose de pratique qu'on a fait. Donc une liste de rôles bien précis, et oui. Chacun sait qui fait quoi. Oui, et qu'une personne sait, si je fais ça, c'est suffisant. Et si je fais plus, je peux, mais ce n'est pas requiert, ce n'est pas attendu. Oui. Donc, sinon, si ce n'est pas défini, qu'est-ce qui c'est assez? Ils peuvent faire très beaucoup, mais peut-être ils pensent que c'est justement suffisant. Donc ils doivent savoir qu'ils sont en train de délivrer. De dépasser leur rôle. Ouais, ça c'est très, très important. Ouais. Ok. Puis s'ils dépassent leur rôle, ils font le rôle de quelqu'un d'autre, normalement. Comment tu dis? S'ils font plus que leur rôle, ils prennent sur le rôle de quelqu'un d'autre. Oui, ou il y a plus de bénéfices pour eux, ils peuvent investir plus. C'est pas mal, hein? Oui, oui, ok. D'accord. Quel est votre prochain challenge? Prochain challenge, je dirais, c'est un challenge qui a déjà commencé depuis le début, c'est d'avoir une structure claire, la clarté. C'est quand même un défi dans ce système-là, parce qu'on a des règles très simples, le input process, l'alignment process, et avec ça, tout existe automatiquement. Donc il n'y a pas beaucoup de règles, parce qu'on n'a pas besoin, mais la structure n'est pas très claire parfois. Et avec les rôles, par exemple, si tout le monde fait une partie du management, c'est pas toujours clair qui va faire quoi. Allez, je simplifie un peu. C'est quelque chose qu'on essaie encore de clarifier plus. Ok. Oui. Et alors là, vous réfléchissez tous ensemble pendant une de vos réunions. Là, vous avez des réunions justement de gouvernance aussi, où vous revoyez un peu votre fonctionnement? Pas systématiquement. Pas systématiquement. Oui, ça se passe avec le process. Quand quelqu'un sans nécessité, il nous demande un input et il fait une décision. Ok. Oui. Et ça, c'est une distinction. Donc, avec cette approche, la personne doit se réaliser, je dois demander un input pour redéfinir mon rôle. Oui. Une autre manière de travailler, ça peut être, on a chaque mois une réunion de gouvernance où on réfléchit sur tous les rôles. Oui. Et là, c'est plus automatique. Donc, peut-être que nous, on travaille plutôt avec, les gens doivent réaliser soi-même, qu'ils doivent prendre une décision. Peut-être que nous devons évoluer un peu vers les réunions plus systématiques pour décider sur la gouvernance. Le danger, si tu ne fais pas la réunion tous les mois, c'est que les gens disent qu'on n'ait pas le temps. Oui. Et alors on reste avec la punaise dans le derrière, sur la chaise qui nous embête, et parce qu'on est trop occupé. Par exemple, avec le peer feedback, on a chaque mois un rappel, juste pour ces raisons.
pour que les gens soient rappelés, ah oui, peut-être que quelqu'un a besoin d'un feedback. Donc un rappel, c'est un mail ou quelque chose, Ouais. ou Ouais. quelque chose comme ça. Mhm. Au niveau informatique, il y a des outils qui sont vraiment importants et structurants pour une organisation comme celle-ci? Je ne crois pas que la technologie est cruciale. Mais nous, on travaille avec Basecamp pour notre communication à l'interne. On a Google Drive, Gmail, des choses comme ça. Ouais. Ok. Écoute, on arrive tout doucement à la fin de l'interview. Je pose toujours la même question quand je termine une interview à des patrons comme toi. C'est qu'est-ce que tu as envie de dire à un patron qui serait comme toi il y a 3 ans dans une structure classique et qui sentirait comme toi qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste par rapport à ce qu'il voudrait vivre dans son boulot. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ouais, ouais. Que c'est bien possible de commencer petit à petit sans déjà comprendre tout le système, parce qu'il n'y a pas un système, il faut le co-créer. Donc on peut commencer avec, par exemple, essayer un open circle, un cercle ouvert, par exemple, ou en essayant l'alignment process. Ce sont des choses qu'on peut essayer dans une structure classique, et si ça marche, si l'équipe trouve ça intéressant, on peut dépasser plus loin de ça. Et commence avec quelque chose où l'équipe est intéressée. Parce que si l'équipe n'est pas engagée pour changer la façon de travailler, vous pouvez proposer beaucoup de choses, mais ça ne va pas aller plus loin, très loin. Donc, cherche chez l'équipe où est-ce qu'il y a surtout un intérêt et expérimente avec des petites choses. Et tu vas partir plutôt avec une équipe qui a un problème, où tu dis voilà, je vous propose quelque chose qui pourrait être une solution, ou bien tu vas plutôt partir avec une équipe qui va très très bien, tu te dis ok, avec celle-là ils vont être sympas, ça va marcher, ils vont s'adapter. Qu'est-ce que tu conseillerais? Ça dépend de l'équipe, je dirais. Si c'est l'équipe qui va très bien, elle peut quand même expérimenter avec ça. Oui. Ce qui compte, c'est que l'équipe veut, quoi. Je crois si. Ouais, c'est basé sur l'autonomie. Ouais, basé sur l'autonomie. Ouais. Essayez. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. On essaie autre chose. Ouais. Ouais. Mais l'important, c'est d'être aligné avec ce qu'on dit soi-même. C'est ça. Pour toi, en fait, ce qui est important. Et on est en train de réfléchir aussi comment est-ce qu'on conseillerait aux autres entreprises de commencer, quelles sont les étapes, parce qu'il y a cette question vient beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on est en train de lancer publiquement notre façon de travailler et aussi on veut co-créer avec les autres personnes un peu les étapes qu'on peut faire. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Voilà. Et il n'y a pas une approche, donc c'est quand même avoir quelques idées là-dessus. C'est comme la vie de chacun est différente pour chacun, même s'il y a des points communs et si on peut beaucoup apprendre de la vie des autres. Ouais. Mais chaque entreprise est unique, a sa vie, a son chemin. Ouais. Et je crois qu'il y a quand même deux raisons pour le faire. Il y a le côté humain, mais aussi le côté efficacité. Et chez nous, ce n'est pas seulement pour être plus humain qu'on fait ces approches, c'est aussi parce qu'on est convaincu que ça rend des résultats mieux et plus durables. Ouais. Parce que les gens, ils ne sont pas, après 2 ans, épuisés comme un citron. Pressé comme un citron. C'est un peu plus durable. Ouais, donc, je crois surtout dans le long terme, les résultats vont encore être plus significatifs. Ouais, donc tu as à la fois plus de bien-être, d'épanouissement et plus de performance. Ça va ensemble. Classique, donc oui, ça va totalement ensemble, ça c'est la bonne nouvelle. Bon, voilà. Alexandre, je te remercie beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Bon, voilà. Si vous avez apprécié cette interview, je vous demande de la liker, je vous demande de la forwarder, et puis surtout, laissez-moi vos commentaires au bas de cette vidéo, qu'on puisse continuer la discussion. Voilà, je vous souhaite à bientôt sur le blog des leaders, que votre vie soit belle.